Effectivement, aimer, commenter, partager, ce sont aujourd'hui des activités que l'on déploie autour de la télévision dite sociale et qui fournissent désormais aux chaînes de télévision des données qui sont devenues un enjeu crucial de leur économie et aussi du marché publicitaire dont elles dépendent. Ce d'autant plus que, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, les réseaux sociaux numériques sont devenus des guichets centraux, je reprends cette expression à Virginie Sonnet, que je trouve très bien, des guichets centraux de la consultation des programmes délinéarisés. Internet entraîne un phénomène, comme le dit Philippe Napoli, de fragmentation des audiences sur une multitude de supports. Et cette fragmentation, doublée d'une plus grande autonomie des usagers qui sont désormais libres de choisir les lieux où ils consultent les contenus audiovisuels notamment, conduit, d'après Kevin Mellé, à une sorte de dévaluation de l'audience traditionnelle au profit de modèles alternatifs qui ne mesurent plus l'exposition à un contenu, mais, je cite, permettent de quantifier l'appréciation portée par les consommateurs à ce contenu ou encore de mesurer leur réponse comportementale. Ces métriques, donc, sont aussi pour les community managers un important outil de légitimation de leur travail auprès de leur direction. C'est ce qu'ont montré par exemple les travaux de Thomas Jamet ou de Camille Allouin et Julien Pierre, entre autres. Et ces métriques, dont les community managers sont à la fois dépendants et méfiants, servent à la fois d'indicateurs de ce qu'ils nomment l'engagement des internautes, autant qu'à orienter leurs tactiques pour rendre visibles les publications, en mesurer l'efficacité. Mais que nous enseignent réellement ces métriques, à partir desquelles est étudiée cette forme de sociabilité autour de la télévision, en particulier lorsqu'elle prend la forme limitée d'une réaction contrainte par les affordances techniques des dispositifs socio-numériques. Que nous apprennent les volumes de vues, de partages, de commentaires, de réactions autour des publications issues de la télévision? Est-ce que les internautes réagissent à certains genres télévisuels plutôt qu'à d'autres? Est-ce que les contenus télévisuels les plus viraux sur ces dispositifs sont également ceux qui ont les plus fortes audiences, que ce soit à l'antenne ou en replay? Dans cette communication, je souhaiterais montrer les résultats, quelques-uns des résultats de l'analyse d'un corpus que j'avais composé à partir de plusieurs sources, des extractions fournies d'une part par l'Institut national de l'audiovisuel pour ce qui est de Twitter, désormais X, et d'autre part par CrowdTangle, qui est propulsé par Meta, ce qui n'est pas sans poser quelques questions d'ailleurs, sur lesquelles on pourra débattre, pour ce qui est de Facebook et Instagram. Et ce corpus se compose à la fois des discours d'escorte et aussi des métadonnées qui sont associées au contenu publié par les chaînes de télévision. Et en l'occurrence, j'ai travaillé sur 3 chaînes de télévision françaises, TF1 M6 qui sont 2 chaînes privées et France 2 qui est une chaîne de service public. Et j'ai étendu mon analyse sur une période qui s'étend de 2009 à 2021. J'ai donc exclu aussi, sachez-le, de mon corpus et gardez-le bien à l'esprit pour comprendre les résultats que je vais vous présenter, la myriade de comptes et pages dédiées aux programmes, aux animateurs, aux comédiens, etc., qui font aussi partie de la galaxie audiovisuelle sur Internet. Je ne vais vous parler ici que de la communication corporate, institutionnelle, de ces 3 marques. Et mes analyses, comme vous pouvez le voir ici, et je vais y aller, je vais passer un peu vite là-dessus, je pourrais y revenir, se sont déployées sur 3 niveaux. Un niveau un peu statistique, macroscopique, un niveau intermédiaire qui m'a permis de repérer les catégories de programmes les plus valorisées par les community managers, et d'un autre côté, ceux qui font davantage réagir les internautes, et un niveau aussi plus de micro-analyse, que j'ai appelé de micro-analyse, qui portait sur, on va dire, les 10 publications, les 30 publications les plus performantes en termes de commentaires des 3 chaînes, une analyse sémiotique dans leur environnement natif de ces publications, ainsi que les 3000 commentaires associés à ces publications sur Facebook. Je pourrais vous expliquer pourquoi Facebook. Et j'ai essayé d'éclairer ça par quelques entretiens semi-directifs avec les rares community managers qui ont accepté de répondre à mes questions. Alors, la télévision dite sociale promet d'engager la conversation avec les publics. Je ne vous apprends rien. On leur demande de commenter un contenu télévisuel et recueillir leur avis participerait de la construction de la figure d'un téléspectateur actif, ce qui est devenu un leitmotiv en fait, des discours professionnels. En réalité, la télévision sociale, c'est mon premier point, ne concerne qu'une minorité d'internautes, comme le révèle par exemple la domination écrasante du nombre de vues sur l'ensemble des autres interactions possibles dans mes corpus. La majorité des internautes est donc silencieuse en ce qui concerne mes résultats. Si on compare par exemple, j'espère que vous arrivez à le voir, le volume de vues à ceux des autres formes d'interaction auxquelles j'ai eu accès, je reviendrai d'ailleurs sur les interactions auxquelles j'ai eu accès,
comme par exemple les commentaires, les partages, les réactions, eh bien les vues écrasent nettement les autres métriques. On a ici l'exemple de ce qui se passe sur la page TF1, la page Facebook de TF1, et des répartitions similaires sont vraies pour France 2 et M6. Idem sur Instagram, donc là ici je vous montre les cas des 3 chaînes sur Instagram. On voit bien que les volumes de vues, ici dans un espèce de kaki, sont écrasantes aussi sur les likes et les commentaires. Et c'est la même chose sur Twitter. Et je vous rappelle que je ne parle que des réactions qui se situent sous les publications des chaînes de télévision. Je ne parle pas de des milliers, voire des millions de tweets, en revanche, qui s'agrègent autour de hashtags liés à des programmes de télévision. Donc, l'importance de ces vues montre que finalement, l'interaction principale des internautes avec les contenus publiés sont similaires à celle du téléspectateur classique qui regarde un programme de télévision, que ce soit sur son écran de télévision ou sur son smartphone. Et puis, par ailleurs, les réactions rapides, comme vous pouvez le voir ici, qui sont proposées par exemple sur Facebook, que ce soit voilà, les boutons de réaction enfin les réactions rapides, devancent en quantité les partages et surtout les commentaires. Alors pourquoi c'est important de le souligner ? Parce que ça montre pour moi que la notion d'engagement, tant recherchée par les community managers avec les internautes, est assez relative, au regard en tout cas de mes résultats. L'engagement, je vous le rappelle, est devenu une espèce de nouvelle convention de mesure pour les professionnels des médias et de la publicité, bien que ces derniers éprouvent quand même des difficultés à s'accorder sur une définition commune. Et les plateformes semblent avoir imposé leur définition de cette notion à coup de taux d'impression, de taux de rétention ou d'interactivité, qui sont précisément d'ailleurs les métriques auxquelles les chercheurs, via CrowdTangle, n'ont pas accès. Et ça montre donc, cela dit, que l'engagement tant recherché est ici, je le disais, relatif. Et j'ai essayé de le comparer, cet engagement-là, cette notion de l'engagement par les plateformes, à une définition, il y en a d'autres, qui est proposée par exemple par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois en 2017. Ils ont tenté de mesurer l'engagement à l'aune de ce qu'ils nomment sa taille et des raisons qui la motivent. Pour être clair, par exemple, plus un acte est explicite, plus il est réalisé en public, plus il revêt un caractère irrévocable, plus il est répété, plus il est lourd de conséquences pour celui qui l'accomplit, plus il lui coûte, plus il l'engage. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, par exemple, est un engagement vis-à-vis de vous. Or, parmi les actions proposées aux internautes autour des contenus télévisuels sur les réseaux sociaux numériques, et si on accepte la production, par exemple, de contenus comme les fanfictions, les fanarts, par exemple, qui seront évoqués peut-être par ailleurs, la possibilité de commenter dans les métriques que j'ai relevées est l'une de celles qui, précisément, coûte le plus à ceux qui la choisissent, qui les exposent le plus aux réactions des autres internautes, qui les rend visibles à un public plus ou moins important. Or, le commentaire, vous l'avez vu, est la portion congrue des réactions observées, mettant donc à mal la vision enchantée de ce que Céline Ségur nomme le téléspectateur participatif. Donc, compte tenu de ces premières remarques et du temps dont je dispose, je vous propose de voir rapidement quelles sont du coup les publications qui suscitent d'un côté le plus grand nombre de vues dans mon corpus et de l'autre celles qui suscitent le plus grand nombre de commentaires et de voir quelles sont les caractéristiques que l'on peut observer à propos de ces publications. Alors, commençons par ce que les internautes aiment voir lorsqu'il s'agit de télévision sur ces 3 dispositifs. S'agissant de cette métrique-là, je n'ai pas observé de véritable constante au regard des genres, par exemple, les plus vus sur les 3 dispositifs ou selon les chaînes étudiées. La seule tendance qui se dessine, et évidemment chaque chaîne a une ligne éditoriale particulière, chaque community manager va mettre en avant des contenus qui sont en lien avec la ligne éditoriale ou de TF1 ou de France 2 ou de M6. La seule tendance que j'ai pu observer est que, en revanche, s'ils appartiennent à des genres télévisuels très différents, les contenus les plus vus ont des caractéristiques communes. La première d'entre elles concerne, j'espère que vous le voyez ici, l'importance des visages. Mais c'est moins les visages en fait, qui sont mis en avant par les community managers dans les vignettes et qui sont très importantes, qui servent à capter l'attention des internautes. Ce travail de montage et de choix de vignettes est fondamental. Donc vous voyez ici que les visages, sur un cadrage assez serré, sont des choses qui reviennent assez souvent dans les publications mises en avant. Or, nombre des vidéos les plus visionnées sont justement celles qui mettent en avant les émotions qui sont exprimées par ces visages. Alors je vais essayer de clarifier un peu mon propos. C'est-à-dire que parmi les extraits les plus vus, plusieurs d'entre eux retracent généralement des parcours de vie, des portraits, dans la lignée de cette tendance qui avait été déjà observée par Dominique Mel dans les années 90 et 2000, qui concerne la télévision de l'intimité.
Une intimité subjectivement définie, propice à la catharsis collective, à des formes d'extimisation, d'extropection. Et ça fait d'ailleurs écho aussi aux caractéristiques qui ont été observées par Aurélie Aubert dans les mises en scène de l'information et l'incarnation de l'information, lorsqu'elle a étudié par exemple le média natif brut dans un récent travail. Sur la page Facebook de TF1, et là je crains que vous ne voyez pas forcément très bien ce qui est écrit, je vais vous expliquer. Par exemple, ça se traduit par l'importance des interviews. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, ce ne sont pas des genres télévisuels, pas tout le temps. Hein. Ça correspond en fait aux classes lexicales des discours d'escorte, que j'ai essayé de catégoriser avec un mot-clé, ce qui en soi déjà est assez limitatif, mais qui permet quand même de voir que dans la première classe lexicale, celle qui réunit le plus de discours d'escorte, ce qui est mis en avant, c'est les interviews. Et en particulier, c'est ce qu'on voit mieux quand on fait une classification par titre, enfin on le voit mieux. C'est relatif. Le premier programme le plus vu de TF1 dans mon corpus, ce sont les portraits, les interviews, qui sont issus du magazine 7 à 8, interviews menées par Audrey Crespo-Mara le dimanche soir sur TF1. Par exemple, la publication la plus vue sur la période étudiée est celle-ci, celle qui met en scène cette chanteuse, la chanteuse Louane, qui évoque dans son interview la façon dont elle a surmonté la disparition de ses parents. Dans bien des cas, les témoignages ou les séquences émouvantes, comme celle par exemple qui tourne autour de personnalités comme Jean-Pierre Pernaut qui a annoncé son départ de TF1 et qui ici, devant les téléspectateurs, présente son dernier JT, ici vous avez justement la publication la plus performante de la page Instagram de TF1 qui montre là encore l'émotion de ce présentateur devant sa remplaçante Marie-Sophie Lacaro. L'émotion est au cœur de ces extraits, y compris sur la page, le compte Instagram de France 2 qui connaît de fortes audiences vidéo avec des extraits issus de reportages, de documentaires qui traitent de sujets un peu plus sérieux. Comme par exemple ici, vous avez un extrait qui est issu d'un documentaire qui s'appelait « Femmes de la rue à l'abri », qui choque d'abord par le surtitrage, auquel s'ajoute dans le discours d'escorte la citation d'un chiffre qui résume la violence subie par les femmes lorsqu'elles sont dans cette condition. Et France 2, c'est ce que m'a confié Marc Doumit, par exemple, qui est le directeur de la communication digitale de France Télévisions, souhaite être à l'avant-garde des sujets sociétaux. Ça fait partie de sa politique, et notamment en s'appuyant sur des communautés particulièrement actives en ligne lors de ce genre d'événements. M6, j'essaie de varier à la fois les dispositifs et les exemples de chaînes. Sur le compte Twitter de M6, par exemple, les concours et les programmes de télé-réalité sont les publications les plus regardées. Et en tête de ces programmes, ce qu'on voit peut-être un peu mieux ici, figure le concours artistique qui s'appelle « La France a un incroyable talent », qui fonctionne très bien, notamment en raison des communautés actives qui se sont constituées autour de ce programme, tout comme L'amour est dans le pré, par ailleurs, qui est une émission de télé-réalité autour d'agriculteurs qui souhaitent rencontrer l'amour. Mais on voit aussi que parmi les titres les plus vus, il y a des reportages issus de magazines comme Diffusés le dimanche, comme Enquête exclusive ou Zone interdite, dont proviennent des extraits, comme par exemple celui-ci, qui montrent là encore des témoignages, ici floutés, poignants, comme celui de Samia, dont la fille, âgée de 14 ans, se prostitue sur Instagram et qui évoque son combat pour essayer de la sortir de cette situation. En somme, quelle que soit la chaîne étudiée, nombre d'extraits particulièrement regardés par les internautes valorisent des parcours représentatifs de valeurs, des combats personnels ou des figures auxquels les internautes peuvent s'identifier ou au contraire s'opposer, en tous les cas réagir. Les ressorts de la télévision compassionnelle y sont donc très présents et positionnent depuis très longtemps les chaînes de télévision comme des médiatrices du social qui, je cite Dominique Mel, mettent en scène un pacte compassionnel associant le téléspectateur à une sorte d'assistance à personne en danger. Et la migration de ces contenus sur les réseaux sociaux numériques, l'incitation qui est faite aux internautes de les partager, de les commenter ou d'y réagir, renvoie à l'une des modalités constitutives de la télévision de l'intimité. Bien sûr, là je vais aller un peu vite, l'humour est aussi une forme qui circule très bien. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Martha Boni qui montrent bien que les formes fictionnelles extraites de certains programmes issus des chaînes de télévision américaines font partie des plus viraux. Elle insiste sur l'importance de ceux qui permettent de prélever justement dans les contenus une sorte de simplicité narrative. Ces fragments humoristiques deviennent ce qu'elle appelle des sémiosphères, particulièrement propices à la viralité, parce qu'ils se fondent sur une situation humoristique simple qui se caractérise par une brièveté, et il s'agit d'un gag, une situation dont l'efficacité doit accrocher les spectateurs flâneurs que nous sommes sur Internet.
Et parmi les extraits vidéo les plus vus de mon corpus, évidemment, figure justement ce type d'extrait, comme par exemple ici la publication la plus performante de la page Facebook de TF1, qui est extraite de Big Little Lies, une scène dans laquelle on voit un couple surpris par son enfant dans un débat amoureux dans sa cuisine. Qui est la plus commentée, la plus vue, qui fait le plus réagir. À ce propos, d'ailleurs, sachez que les métriques de cette publication, qui datent de 2020, ne cessent d'évoluer. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes lorsqu'on travaille sur ce genre de contenu. Parce que quand on fait une captation en une seule fois avec les métriques associées, on perd justement cette évolution des métriques qui continuent, et ces publications qui continuent de vivre leur vie sur le réseau social bien des années, en particulier sur Facebook. Ce n'est pas le cas de Twitter, mais sur Facebook, la durée de vie des publications peut se compter en années. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Voilà, des formes humoristiques qui peuvent devenir des mèmes, comme c'est le cas ici sur l'exemple de Koh Lanta, ou des scènes issues de Pékin Express qui prêtent à sourire, des séquences cultes ici, par exemple comme une séquence culte qui est celle du train fantôme extraite de Fort Boyard, dans laquelle on voit Jérém Starr crier, et regardez d'ailleurs la façon dont on fige l'image dans la vignette, accord sur un visage qui exprime une émotion qui va nous faire rire, ou celle de Marius, le héros de Le sens de l'effort, une émission de télé-réalité sur M6, dont la phrase choc prête à sourire. Au-delà de l'humour, évidemment, l'émotion à nouveau est importante. D'autres contenus sont très regardés, des vidéos spectaculaires comme cette scène par exemple, extraite de Baby Boom, qui est un feuilleton du réel qui se déroule au sein d'une maternité, dans lequel, sur TF1, on voit ici une femme accoucher en urgence sur le parking d'un hôpital avec une image filmée par un téléphone portable qui est alternée avec des témoignages, des portraits des infirmières qui sont venues lui porter secours dans un format très classique de télé-réalité. Une publication aussi très vue de la page Facebook de France 2 repose elle moins sur le caractère impressionnant de la scène que sur l'image qui renvoie ici par exemple à l'exploit médical de la reconstitution faciale du visage de Priska, dont on nous raconte l'histoire et la conception de sa prothèse oculaire. Autre extrait spectaculaire dans un autre genre qui est issu de La France a un incroyable talent, cette scène extraite d'un numéro acrobatique dans lequel le couple Duo, c'est le nom des artistes, après une chute, reprend son numéro devant les yeux surpris des jurys et du public. Voilà, donc quels que soient les dispositifs les chaînes, les extraits les plus regardés s'appuient systématiquement sur les affects, des situations drôles, émouvantes, des images spectaculaires, des personnalités qui cristallisent ces émotions. Les vignettes permettent de capter l'attention par une image forte, parfois contaminée par un texte, et que seule la lecture de l'extrait va permettre de comprendre. En revanche, parmi les extraits les plus vus, ces extraits ne sont pas forcément ceux qui ont fait les plus fortes audiences à l'antenne. Par exemple, France 2, avec Le Grand Oral, arrive en 5e position des audiences télévisuelles en mars 2021. Or, Le Grand Oral, qui est un concours de rhétorique, est une des émissions qui propose des formats très vus sur sa page Facebook. Le documentaire Féminicide dont je vous ai parlé figure parmi des audiences en 3e position des audiences en juin 2020, ce qui n'est pas trop mal, mais qui n'est pas la meilleure audience. A contrario, La France a un incroyable talent fait partie des meilleures audiences de prime time de M6. Donc le lien entre audience sociale et audience tout court n'est pas du tout mécanique et les community managers le savent très bien. Pour ce qui est des contenus qui font le plus parler, ils s'appuient généralement sur des références communes. Alors, dans mes corpus, c'est sur Facebook que les commentaires sont les plus nombreux sous les publications. Ici, vous avez les exemples des métriques relevées en janvier 2021 sur les 3 chaînes et sur les 3 supports. Et ce qui est étonnant, c'est que les contenus qui font les plus réagir ne feront pas forcément des contenus télévisuels. Parmi les contenus qui font les plus parler, il y a les films et les bandes annonces de films, que ce soit des films qui vont passer au cinéma ou des films qui vont être diffusés à l'antenne. Par exemple, ici Cendrillon, et dont vous voyez quelques commentaires, qui sont souvent sous la forme de mentions. C'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous devant le film pour dire « Allez, on va aller voir ce film-là au cinéma ensemble », ou on va le regarder ensemble devant notre petit écran, ou on va se retrouver pour échanger autour de répliques cultes, par exemple, que ce soit le Kamehameha de Dragon Ball Z ou le Libéré délivré de la Reine des Neiges sur M6. Donc, autre contenu très commenté, les bandes annonces, donc là c'est un autre exemple de film, les bandes annonces des téléfilms de Noël, qui ne sont pas d'ailleurs les contenus les plus mis en avant par les community managers, mais qui sont diffusés en plus les après-midi. Et là encore, les mentions, les commentaires font référence au plaisir potentiel de se lever sous la couette pour aller regarder gentiment
ces téléfilms un peu naïfs. Et en fait, ces exemples montrent des choses qui ont été observées par Dominique Boulier, confirment le fait qu'autour des conversations de télé se nouent des conversations qui mettent en avant des référents communs. C'est ce qui permet d'utiliser la référence télévision comme, je cite, un passe-partout, un lieu commun pour relancer toute conversation, un prétexte. Évidemment, les événements sont aussi des contenus très importants, tout comme les jeux concours, ou alors évidemment les commentaires très nombreux sont liés à des commentaires trolls. Ici par exemple, sous cette publication d'M6, les commentaires n'ont rien à voir avec le contenu de la publication, ils font référence à des groupes de K-pop coréennes. Voilà. Donc, ce qui montre bien l'importance d'aller analyser les commentaires et de ne pas se contenter des métriques, puisque ce que je viens de vous montrer, les nombreux commentaires sont des mentions, donc on mentionne un compte, ça peut être des trolls, ça peut être lié à des partenariats, etc. En conclusion, en fait, l'audience sociale est mesurée à l'aune de ceux qui s'expriment. Et parmi eux, les influents ont une place de choix. C'est ce que montrait Baptiste Cotras, par exemple. Leur opinion est majoritaire. Ils s'expriment à coup de réactions, de partage de commentaires. Ils revendiquent une communauté importante. Et elle compte plus leur opinion que celle des invisibles et des muets, dont vous avez vu quand même qu'ils sont quand même majoritaires. En outre, ces métriques peuvent être biaisées, donc du moins factices, comme les vues, par exemple, dont je vous ai parlé. Leur comptage est contestable, on pourra en discuter. Leur volume est le fruit de techniques de republication, de cross-posted vidéo par exemple, de parrainage, de partenariat, de l'activation d'influenceurs ou de communautés qui sont préalablement repérées. Le nombre de vues n'est pas simplement lié à l'impact d'un contenu sur les internautes, à sa capacité à retenir leur attention. Il doit beaucoup à ces systèmes de republication, de parrainage qui assurent la visibilité de ces contenus. En somme, ces systèmes, et je cite Gustavo Gomez Meria, préfabriquent des quantifications qui seront prises in fine pour de l'attention. Les réactions participent néanmoins de la construction de publics affectifs. Si susciter l'émotion du téléspectateur n'est pas un phénomène nouveau pour les chaînes de télévision, force est de constater que sur les réseaux sociaux numériques, ces émotions sont formatées et que les contenus les plus propices à la viralité ont des caractéristiques similaires qui reprennent bien souvent les ressorts de la télévision compassionnelle, dans un contexte marqué par ce qu'Eva Illouz qualifie à juste titre de capitalisme des émotions. Ces métriques permettent quand même de saisir ce que Guillaume Soulès par ailleurs appelle des auditoires, c'est-à-dire une étape très particulière de la réception qui traduit un mode de réactivité, qui n'est ni un mode d'intellection ou de perception des programmes, qui n'est pas non plus un mode d'association comme ceux utilisés par Dominique Boulier. On est dans un intermédiaire que je trouve très intéressant du point de vue de la recherche. Et enfin, si le numérique est vu comme un moyen de libérer le spectateur, de le rendre plus actif, François Jost et Matteo Treleani nous rappellent que la télévision prémédiait déjà une grande partie de ces tendances. Ainsi, le numérique, je cite, n'intervient pas comme une rupture, mais plutôt comme une continuité de l'évolution des médias audiovisuels, la numérisation étant un pas de plus vers cette tendance qui vise la portabilité et la transférabilité des expériences médiatiques. Merci.